Il est trop facile de considérer l'histoire d'Owen Hart comme une tragédie, celle d'un jeune homme dont la vie était écourtée trop tôt. Pourtant, le voir uniquement sous cet angle serait lui rendre un mauvais service. Selon tous les témoignages, Owen était quelqu'un plein de vie, un père et un mari dévoués, chose rare dans l'industrie du catch, ainsi qu'un ami apprécié de tous ses collègues. Il était tellement respecté qu'il est impossible de trouver quelqu'un ayant une mauvaise chose à dire sur lui, et cela sans même évoquer ses compétences en tant que catcheur. En effet, Owen Hart était véritablement en avance sur son temps, un grand performeur sur le ring capable de maîtriser différents styles de lutte et l'un des talents les plus impressionnants au micro que l'industrie n'ait jamais connu. Alors comment Owen a-t-il réussi à marquer les esprits malgré l'arrêt brutal de sa carrière et comment a-t-il influencé les générations de catcheurs qui ont suivi? Owen James Hart est né le 7 mai 1965 à Calgary, Alberta, Canada, dans la légendaire famille Hart. En tant que plus jeune des 12 enfants, Owen est rapidement devenu le chouchou de ses parents, celui qui bien sûr ne pouvait rien faire de mal, ce qui pourrait expliquer la nature bienveillante pour laquelle il allait devenir célèbre. Et grandir avec 11 frères et sœurs explique probablement son comportement de blagueur, une habitude qu'il a développée en grandissant dans la maison familiale des Hart, où il s'est fait connaître pour les blagues qu'il jouait à ses frères et sœurs plus âgés. Une chose qu'il n'a pas pu faire avec eux, du moins pas au début, était de s'entraîner pour devenir catcheur. En tant que benjamin, Owen a dû se tenir à l'écart et regarder Brett, Bruce et Kate apprendre les ficelles du métier pendant qu'il attendait patiemment son propre tour. Ce tour qui arriverait finalement pendant ses années lycée lorsqu'il réussit à convaincre son père Stu de commencer à l'entraîner dans le célèbre donjon de la famille Hart, cet endroit où des hommes étaient forgés et d'autres brisés. Bien sûr, en tant que membre de la famille Hart, il y avait peu de doute sur la capacité du jeune homme à survivre à cette épreuve, et très vite il a montré qu'il était un prodige du ring, quelqu'un qui avait un talent naturel évident même en tenant compte de son héritage familial. Une partie de cet héritage familial était bien entendu la Stampede Wrestling, la promotion détenue par son père et le premier lieu de catch au Canada. Avec cette opportunité ouverte à lui, Owen a commencé à travailler pour la compagnie en 1983 tout en participant à des spectacles en Angleterre pour World of Sport sur ITV. Même à ce stade précoce, il était considéré comme un pionnier, utilisant une attaque aérienne rarement vue à l'époque et très différente des styles plus techniques de ses frères et sœurs. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il n'excellait pas dans ce style aussi, c'est juste que ses manœuvres à la Dynamite Kid étaient ce qui l'aidait vraiment à se démarquer au sein de la famille déjà bien établie. Mais malgré son aptitude naturelle pour le ring et ses capacités novatrices, le catch n'était pas toujours quelque chose que le plus jeune Hart envisageait comme une carrière à long terme. À ce stade, il avait déjà rencontré l'amour de sa vie, Martha, qu'il avait épousée l'année précédente, décidant alors que le style de vie requis dans cette industrie n'était pas quelque chose qu'il voulait lui imposer. À un moment donné, il a même essayé différentes carrières, mais aucune d'entre elles n'a fonctionné, alors il est revenu au catch, se promettant de mettre de côté chaque centime qu'il gagnait afin de pouvoir prendre sa retraite jeune. Cela lui permettrait de passer plus de temps avec sa femme et la famille qu'il prévoyait d'avoir. En attendant, il continue à gravir les échelons du monde du catch et en 1986, il a même remporté les titres tag international de la Stampede Wrestling avec Ben Massarab. Ce succès faisait partie de la raison pour laquelle il fut nommé Rookie de l'année par Pro Wrestling Illustrated en 1987. L'année 1987 s'est avérée être une grande année pour Owen car il s'est retrouvé dans une rivalité avec le Dynamite Kid tout en s'ouvrant vers l'Est en participant à des tournées pour New Japan Pro Wrestling. À un moment donné, il a même remporté leur prestigieux titre IWGP Junior Heavyweight, devenant ainsi le premier catcheur non japonais à réaliser cet exploit. À la suite de ça, il n'était qu'une question de temps avant que Vince McMahon ne l'appelle et ça s'est finalement produit à l'été 1988 lorsque dans le cadre de la relation de travail que McMahon entretenait avec Stu Hart, Owen a été amené pour un essai et peu de temps après il a signé un contrat une fois que le patron a vu ce qu'il pouvait faire. À ce moment-là, au lieu de promouvoir le plus jeune enfant Hart comme son frère Brett qui était déjà dans la fédération à ce moment-là, la WWE a donné à Owen une autre gimmick, celui d'un personnage masqué de super-héros d'abord appelé The Blue Angel puis rebaptisé plus tard The Blue Blazer. L'idée était donc de capitaliser sur le style aérien qu'il utilisait de manière innovante, quelque chose qui avait bien fonctionné lors de ses premières apparitions, alors que le jeune homme se faisait rapidement apprécier des fans après avoir battu plusieurs catcheurs de l'undercard, comme Stevie Lombardi, Barry Horowitz et Thierry Gibbs. Il y avait même des discussions internes parmi les officiels à l'époque qui disaient que c'était en fait Owen et non Brett qui était le véritable talent à surveiller. Et avec ce soutien en coulisses, il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne commence à se produire dans les grands shows, sa première apparition au pay-per-view ayant lieu au Survivor Series de cette année-là lorsqu'il faisait partie d'une équipe de babyface victorieuse. Après ça, il a continué à travailler dans le bas de la carte de la WWE, mais après avoir eu l'impression de stagner, il a temporairement quitté la WWE, retournant travailler pour la Stampede Wrestling et la New Japan à la place, tout en faisant également des apparitions au Mexique et en Allemagne pour élargir encore plus ses horizons. Et en 1991, il semblait qu'il était prêt à revenir sur la grande scène américaine, même si ça s'est d'abord fait sous la forme d'un court passage à la World Championship Wrestling. Et pendant cette période, il se retrouvait bloqué dans la même position que celle qu'il occupait à l'origine à la WWE. Donc plutôt que de rester chez Ted Turner, il a accepté une autre offre de McMahon et a rejoint la promotion de New York plus tard dans l'année. Cette fois-ci en faisant équipe avec son beau-frère et ancien partenaire de Brett, Jim The Anvil Nate Hart, formant ainsi la New Foundation.
Bien sûr, les fans de catch savent que chaque fois que l'on ajoute le suffixe new à un nom d'équipe préexistant, cela fonctionne rarement, voire jamais. Et si la New Foundation ne figura jamais dans la liste des grandes équipes, cela a tout de même donné à Owen une chance d'obtenir une place plus importante sur la carte et de montrer ainsi ses talents à un public plus large. Et ce public, notamment les plus jeunes, est rapidement tombé amoureux du natif de Calgary, désormais démasqué. Il est devenu particulièrement populaire non seulement pour ses compétences sur le ring, mais aussi pour être un catcheur relativement petit dans ce qui était à l'époque la terre des géants. Quelqu'un qui prouvait que vous pouviez encore être une star même si vous ne mesuriez pas 1m95. En fait, de nombreuses futures stars regardaient Owen à cette époque et commençaient à l'idolâtrer. Parmi les exemples notables, on peut citer Chris Jericho, qui a basé une grande partie de son style sur le plus jeune des Hart, et Kevin Owens, qui a non seulement pris son nom de ring en hommage à Owen, mais a même plus tard nommé son propre fils Owen en son honneur. Et toute cette adoration était certainement méritée vu ce que le garçon de Calgary faisait sur le ring, alors que lui et Lanville entraient en rivalité avec les Beverly Brothers, ce qui les a amenés à un affrontement entre les deux équipes au Royal Rumble de 1992. Après ça, Nate Hart a quitté la société, ce qui a donné à Owen l'opportunité d'entamer une brève carrière en solo, cette période voyant même une grande victoire sur Skinner à WrestleMania 8 le 5 avril de cette année-là. Mais durant l'été, il est revenu dans la division par équipe, après s'être allié à Coco Beware, les deux formant le duo High Energy, qui même s'il était très bon sur le ring, est plus communément rappelé aujourd'hui pour avoir porté l'une des pires tenues de ring jamais vues. Une horreur des années 90 remplie de carrés de circuits de course et des couleurs criardes dignes de sauver par le gong. Cela dit, Owen n'était pas trop affecté par ça et il a fait de son mieux pour que cela fonctionne. À ce moment-là, il était également de plus en plus connu pour ses pranks en coulisses dont beaucoup sont devenus légendaires. Parmi les meilleurs, on peut citer celle où il a envoyé un camion plein de cochons au bureau de Vince McMahon où ils ont fait leurs besoins avant d'être découverts, ou encore le fait qu'il ait secrètement versé 3 bouteilles de sauce piquante dans le chili de Harley Race et a essayé de faire perdre son personnage à Steve Austin lors d'un show non télévisé en simulant des attaques avec un sac de popcorn comme s'il avait été abattu. En effet, autant il était aimé à l'écran, autant il était 2 fois plus en coulisses avec tous ceux qui travaillaient pour la compagnie, s'accordant unanimement à dire que le plus jeune des Hart était l'une des personnes les plus authentiques et les plus gentilles de l'industrie. En fait, alors que nombre de ses pairs sortaient après les shows pour boire abondamment et prendre un cocktail de drogue afin de faire face à la douleur constante qu'il ressentait, Owen était plus susceptible de se retrouver soit dans sa chambre d'hôtel au téléphone avec sa femme, soit de courir chez lui pour voir ses enfants avant de repartir pour la prochaine vie. Et bien sûr, tout cela se faisait dans le but d'économiser le plus possible, avec toujours l'intention de prendre sa retraite au milieu de la trentaine. C'est pourquoi Owen considérait qu'il était important de gravir les échelons de la carte autant que possible, car il savait que son temps pour ramasser des fonds serait limité. Avec cela à l'esprit, il a dû être ravi lorsqu'en 1993, il a commencé à s'impliquer dans le programme en cours entre Bret Hart et Jerry Lawler, prenant le parti de son frère alors que les deux affrontaient le roi, allant même jusqu'à se rendre sur son terrain, l'United States Wrestling Association, et le défier là-bas. En fait, lors de son passage à l'United States Wrestling Association, Owen a même remporté le titre de champion du monde unifié. Mais tout règne prolongé avec ce titre a dû être interrompu lorsqu'il a subi une blessure au genou cet été-là, ce qui l'a éloigné des rings pendant quelques mois. Lorsqu'il est revenu à l'automne, la rivalité entre Bret et Lawler avait été temporairement mise de côté. Cela dit, les frères ont continué à faire équipe, participant tous les deux à un match à élimination par équipe lors des Survivor Series de novembre, combattant aux côtés de leurs autres frères, Bruce et Keith. C'est pendant ce match que les prémices d'une rivalité entre eux ont commencé à apparaître. Owen, qui était le seul membre de son équipe à être éliminé cette nuit-là, devenant de plus en plus jaloux de son frère, semblant ressentir de la jalousie envers tout son succès. Bien sûr, la rivalité fraternelle est un sujet facile à comprendre, mais au départ, Vince McMahon n'était pas convaincu de l'idée, croyant que les frères ne se battent tout simplement pas. Il a fallu convaincre Bret pour que tout cela se mette en place, et encore plus pour que ce soit Owen et non Bruce Hart comme le patron l'avait initialement envisagé, qui joue le rôle du heel dans cette situation. Une fois que tout a été mis en place, les deux ont continué à faire équipe, bien que la tension entre eux ne cesse de croître au fil des mois. À un moment donné, Owen, désespéré de prouver qu'il était meilleur que son frère, a même défié Bret de l'affronter, mais l'Excellence of Execution a catégoriquement refusé, voulant simplement régler leurs différends de manière civile. Tout ça a finalement culminé au Royal Rumble du 22 janvier 1994, où lors d'un match pour les titres par équipe contre les Québécois, Bret a subi une blessure au genou, faisant partie de la storyline. Malgré ça, il a constamment refusé de passer le relais à son frère et de le laisser performer, ce qui a conduit l'arbitre à arrêter le match lorsque Bret était trop blessé pour continuer. Après le match, un Owen frustré, furieux contre son frère pour ne pas lui avoir fait confiance et ne pas lui avoir passé le relais, s'est retourné contre lui donnant un coup de pied dans la jambe et devenant ainsi l'un des heels les plus détestés de la compagnie. Dès lors, il a exigé que son frère l'affronte en 1 contre 1 et après des mois de refus, Bret a finalement cédé et lui a accordé son match à WrestleMania 10 où les deux ont ouvert le show offrant aux fans l'un des plus grands combats de catch jamais vus dans un ring de la WWE à cette époque. Ce qui a rendu ça encore meilleur pour le cadet des Hart, c'est qu'il était celui qui a remporté la victoire à la fin, surprenant le Hitman avec un petit paquet après seulement 20 minutes. Néanmoins, cette victoire s'est avérée de courte durée car à la fin de la nuit, Bret avait battu Yokozuna pour remporter le titre de champion de la WWE, lui volant ainsi une fois de plus la vedette. La jalousie était quelque chose que l'on pouvait clairement lire sur le visage du plus jeune Hart alors qu'il regardait le nouveau champion depuis l'allée à la fin du show.
Furieux face à la tournure des événements, mais tout de même satisfait de savoir que sa victoire précédente l'avait sûrement placé en première position pour une chance au titre. Bien sûr, cette opportunité pour le titre viendrait, mais avant ça, Owen allait prouver une fois de plus qu'il pouvait être aussi bon que son frère lorsqu'il a remporté le tournoi King of the Ring en 1994, le même tournoi que Bret avait remporté l'année précédente. Dès lors, Owen commença à se proclamer le King of Hearts. Et ainsi, Owen a défié son frère pour le titre de la WWE lors d'un match en cage à SummerSlam en août, les deux mettant une fois de plus en scène un véritable chef-d'œuvre, ce match devenant l'un des plus grands combats en cage de l'histoire de la compagnie, étant même salué par Dave Meltzer. Mais malgré ses efforts, Owen n'a pas réussi à remporter le titre ce soir-là, son frère sortant de la cage après que les deux se soient battus au sommet de celle-ci. Maintenant que vous préfériez la psychologie experte du match en cage ou la technique incroyable de leur affrontement à WrestleMania, ça dépend de votre préférence personnelle. Dans tous les cas, les deux sont considérés comme des chefs-d'œuvre et bien qu'il n'ait pas remporté le titre à la fin du second match, cela a prouvé qu'Owen pouvait être une vraie star du main event lorsqu'on lui en donnait l'opportunité. Vince McMahon semblait également le comprendre puisqu'il accorda même à Owen une victoire fantôme pour le titre, un événement qui ne fut jamais officiellement reconnu car la décision fut annulée après le match. Après avoir échoué à prendre officiellement le titre à son frère, il réussit tout de même à le surpasser en jetant l'éponge lors du match de soumission de Bret contre Bob Backlund lors du Survivor Series de novembre, le privant ainsi de l'or même s'il n'a pas pu le remporter lui-même. À partir de là, maintenant satisfait d'avoir le dessus sur son grand frère, Owen se tourna vers de nouveaux horizons, notamment en faisant équipe avec Yokozuna pour remporter les titres par équipe de la WWE contre les Smoking Guns à WrestleMania 11. Ils défendirent ensuite avec succès leur titre à de nombreuses reprises, tout en rejoignant le clan Cobb Cornette qui inclurait plus tard son beau-frère le British Bulldog. Au fil du temps, Owen et le Bulldog formèrent presque exclusivement une équipe au point de remporter eux-mêmes les titres par équipe le 22 septembre 1996 lors de In Your House Man Games. À peu près au moment où le King of Hearts commençait à porter ses nouveaux Slammy Awards sur le ring avec lui à chaque apparition, augmentant son aura à chaque instant. Ça créa certains des moments les plus drôles de l'histoire de la WWE. En fait, le vol de son Slammy par Owen lors de la cérémonie de 1997 pourrait être bien la plus grande pièce de comédie que le monde du catch ait jamais produite. Pendant ce temps, sa vie personnelle continue également de prospérer avec la naissance de sa fille Athena. Mais comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin et au fil de l'année, les champions par équipe commencèrent à montrer des signes de dissension. Quelque chose qui continuerait à s'intensifier lorsqu'ils eurent un match très sous-estimé pour déterminer le premier champion européen de la WWE en février 1997 lors d'un show en Allemagne, un match qu'Owen finit par perdre. Il semblait alors que les membres de la famille allaient imploser. Heureusement, cela s'arrêta lorsque Bret Hart, devenu récemment heel du moins aux États-Unis, les convainquit d'arrêter de se battre et de les rejoindre en reformant la Hart Foundation. À nouveau réunis, ce clan qui incluait également Jim Neidhart et Brian Pillman fut revitalisé et mena une guerre contre leur homologue américain tout au long de l'année, jouant soit les heels soit les babyface selon le pays où ils étaient. Cette histoire mena également à la victoire d'Owen pour le titre intercontinental contre un jeune Rocky Maivia, un titre qu'il défendit ensuite contre Stone Cold Steve Austin lors de SummerSlam en août. Ce match est aujourd'hui tristement célèbre pour un body driver raté de la part d'Owen qui causa la fracture du cou de Steve Austin et faillit le paralyser. Owen utilisa ensuite cette blessure pour gagner du hit en tant que heel dans le cadre d'une storyline et quand le moment fut venu, il rendit le titre intercontinental à Stone Cold à son retour en novembre. Ce fut également la nuit du Montreal Screwjob, la nuit où tous les membres de la famille Hart quittèrent la compagnie, écœurés, tout sauf Owen que Vince McMahon refusa de libérer de son contrat, voyant toujours en lui une grande valeur malgré la situation tendue. Évidemment, Owen était mécontent de ça, mais dans son esprit, il se préparait déjà à prendre sa retraite et décida donc de laisser son contrat expirer avant de quitter l'industrie du catch pour être avec sa famille, comme il l'avait prévu. Au cours des années suivantes, c'est exactement ce qu'il fit, travaillant principalement dans la mid-card où il affronta des catcheurs comme Triple H et le reste des Génération X, tout en devenant le nouveau membre de la Nation of Domination, une position qui fut justifiée par le fait qu'il était le cœur noir du clan Hart. Ensuite, il fit équipe avec Jeff Jarrett, une histoire qui devait le voir tenter de voler la valette de Jarrett Deborah, mais qu'il refusa en tant qu'homme de famille notoire pour ne pas que ses enfants le voient dans une histoire romantique avec une autre femme à la télévision. Peut-être que c'est le fait d'avoir refusé cette histoire qui le poussa à accepter lorsque la compagnie choisit de relancer le personnage du Blue Blazer au début de 1999. Avec la gimmick cette fois-ci constamment présentée comme celle d'un super-héros comique maladroit qui se ridiculisait constamment. C'était exactement le plan pour la soirée du 23 mai de cette année-là lors du pay-per-view Over the Edge à Kansas City où Owen était prévu pour descendre en rappel depuis le plafond. Malheureusement, son harnais bloqua à quelques mètres du sol, le forçant à essayer de se libérer maladroitement. Bien sûr, ce n'est pas ce qui se passa ce soir-là, car au lieu de ça, le harnais se détacha alors qu'Owen était encore à 24 mètres dans les airs, provoquant sa chute brutale sur le ring. Pendant que cela se produisait, les lumières de la salle étaient éteintes et une vidéo promotionnelle passait sur le Titantron, ce qui fit que peu de gens virent clairement l'accident en direct. Lorsque le show revint après cette vidéo, il était évident que quelque chose n'allait pas, car les caméras restaient fixées sur un Jim Ross et Jerry Lawler solennels, expliquant qu'un terrible accident venait de se produire et que ceci n'était absolument pas prévu dans le show. De là, les secouristes emmenèrent Owen du ring vers une ambulance, mais à ce stade, il était déjà trop tard. Il fut déclaré mort à son arrivée à l'hôpital à seulement 34 ans.
Au final, il a paru qu'un déclencheur incorrect du harnais est à l'origine de l'accident, un déclencheur inapproprié pour supporter un homme de 103 kg suspendu aussi haut dans les airs. Le lendemain, la WWE dédie un épisode de Raw entier à la mémoire d'Owen, réécrivant le show pour en faire un hommage de 2 heures. Par la suite, la femme d'Owen, Martha, se déconnecta complètement du monde du catch, demandant à ce que l'image d'Owen ne soit plus utilisée dans les programmes de la WWE et refusant que son mari soit introduit dans le Hall of Fame. Martha choisit plutôt de rendre hommage à Owen en fondant la Owen Art Foundation, une organisation qui offre des opportunités aux personnes en manque de ressources, ce qui fait que le nom d'Owen restera à jamais associé à l'aide aux autres, quelque chose dont on sait que cet homme extrêmement généreux aurait été fier. Finalement, la mort d'Owen et les répercussions qui en ont découlé ne doivent pas être ce qui définit son héritage. En effet, cela devrait être non seulement le talent qu'il a démontré sur le ring, mais aussi l'amour qu'il a inspiré à tous ceux qui l'ont connu. Le monde du catch peut souvent être un milieu rempli de personnages douteux, et il est donc quasiment impossible de trouver quelqu'un sur qui tout le monde s'accorde pour dire qu'il était un véritable homme bon, entièrement dévoué à sa famille et bienveillant envers ses amis avant tout. À coup sûr, Owen restera jamais comme l'une des figures les plus divertissantes de l'histoire du catch professionnel, l'un des plus grands performeurs à tout égard, et pour cette raison, le King of Horse vivra à jamais dans nos cœurs. Et voilà les gars, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu, à lâcher un j'aime et à partager la chaîne, c'est très important. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une autre histoire. C'était Vince, merci à tous.